Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Alexandre, on l'a dit plus tôt, je pense que c'est la consternation, parce qu'on avait vu le pape hier, on pouvait penser qu'il prenait du mieux, avait participé à un bain de foule, avait rencontré le vice-président J.D. Vance, donc il avait peu fait d'événements du genre depuis plusieurs semaines. On pouvait penser qu'il reprenait du mieux. Or, ce matin, le Vatican a annoncé le décès du pape François, âgé de 88 ans. Donc, il est décédé ce matin à 7h35. On sait qu'il avait frôlé la mort à au moins 2 reprises lors de son hospitalisation pour une double pneumonie. Il avait été hospitalisé quand même pendant 38 jours. Et là, il avait obtenu son congé de l'hôpital, devait quand même être en convalescence pendant plusieurs semaines. Mais le pape François avait quand même tenu à participer aux célébrations là, de Pâques. On l'avait vu donc affaibli, mais quand même au milieu de la place Saint-Pierre. Il avait même participé à une espèce de petite procession à bord de la pape mobile. Il n'avait pas pu lire son texte, par contre. Là. Il était très essoufflé, donc il avait dû renoncer à s'exprimer là, en public là-dessus. Et effectivement, on l'a vu aussi en rencontre privée avec le vice-président américain, J.D. Vance. Et là, d'ailleurs, c'est-à-dire que Daniel, Antoine, on a plusieurs auditeurs qui nous font cette réflexion. Je vous dis tout de suite, je l'ai faite ce matin, de toutes sortes de façons. Est-ce que la rencontre avec J.D. Vance lui aurait été fatale? Ce matin, moi, j'ai même dit, c'est peut-être qu'il a confessé J.D. Vance puis qu'il n'a pas passé à travers. Mais je comprends que la rencontre, je voyais des experts qui disaient que la rencontre avec J.D. Vance, c'est probablement les dernières images là, qu'on a disponibles du pape vivant, qui ont été captées, là, qui est diffusé mondialement. C'est particulier. Hein? D'autant plus que le pape François avait été quand même très, très critique à l'endroit de l'administration Trump, notamment en raison de ses mesures sur l'immigration. C'est quand même particulier que ce soit sa dernière rencontre officielle avec le vice-président américain. Et là, ça lance tout le processus, évidemment, de succession, parce que la dernière fois, on l'avait vécu avec une démission de pape. Là. Exact. Pour monter à Jean-Paul II, d'avoir vraiment un pape qui décède en fonction, puis qui, ensuite, ça déclenche tout le conclave jusqu'à la fumée blanche. Oui, t'as entièrement raison, parce qu'effectivement, Benoît XVI lui avait renoncé. Là. Maintenant, quelle est la suite des choses? Il y aura, obsèques pendant à peu près 9 jours. Ensuite, un délai de 15 à 20 jours pour organiser le fameux conclave où les cardinaux choisiront le successeur du pape François. Il y a à peu près 80% là, des cardinaux qui pourront voter, qui ont été nommés par le pape François. Alors, d'ici là, c'est le camerlingue, l'Irlandais Kevin Farrell, donc qui était très près du pape, là, qui va assurer l'intérim. Maintenant, on en sait un peu plus aussi, même sur l'inhumation du pape François, parce qu'il avait déjà fait certaines révélations à cet effet-là à la fin 2023, souhaite être inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Et ça, c'est une rupture avec la tradition. Initialement, habituellement, c'est à la crypte de la basilique Saint-Pierre où les papes sont inhumés. Alors, ce sera une première en plus de 300 ans dans le cas du pape François. Et toute sa simplicité dans son vivant va se traduire aussi dans la simplicité dans la mort. Un simple cercueil de bois et de zinc, comparativement à des cercueils imbriqués en cyprès, en plomb, en chêne, comparativement à ses prédécesseurs. Alors, c'est quand même une nouvelle là, qui ébranlera là, plusieurs catholiques, 1,4 milliard de catholiques à travers le monde. Parce que ce qu'on appelle sa simplicité, c'est parce que c'était tout son parcours. Là. Lui s'est retrouvé à la tête de l'Église argentine sous la dictature militaire, donc il est devenu... d'une certaine façon, un symbole de la résistance. Bon, on a toujours dit à cette époque-là, continuer à prendre les transports en commun à Buenos Aires. Quand il était cardinal et qu'il y avait des réunions au Vatican, qui étaient appelées au Vatican à différents moments, il y avait sa petite chambre. D'ailleurs, que quand il a été élu pape, une de ses priorités, c'était d'aller régler sa chambre, d'aller payer la facture. C'est beau, avec sa petite auto, il est allé régler la facture de sa chambre. Puis là, je pense qu'il y a des gens qui l'ont rencontré pour lui dire, mais là, au niveau sécurité et tout, là, vous ne pouvez plus promener avec une petite auto. Votre petite Fiat 2 places, c'est fini. Mais voilà, donc c'est vraiment une époque qui se termine. Puis il n'a pas eu facile. Il est arrivé, c'était les scandales au Vatican, les scandales des prêtres pédophiles, qu'il n'a pas réglé complètement, mais il a quand même calmé beaucoup l'affaire en posant des gestes. Et toute la question par exemple, toute la question de l'homosexualité et l'Église, quand il a dit « Qui suis-je pour juger ?» c'est avec une phrase infiniment simple, mais c'était fini, là. C'est comme ça a calmé tout ça. Donc, c'est
un pape qu'on retiendra. Ouais, et déjà, on a vu des images nous parvenir là, de Place Saint-Pierre au Vatican, des gens qui se rassemblaient déjà, là, Place Saint-Pierre de Rome, pour rendre hommage au pape François. Oui, mais à mon avis, il doit rester des pèlerins, des touristes qui étaient là pour Pâques, exactement, Ben oui. qui étaient là pour hier. Bon, les séries éliminatoires, ça a commencé en fin de semaine, mais pour le Canadien, ça commence ce soir. Ouais, premier match de la série entre le Canadien et les Capitals, c'est à Washington ce soir. Et ce sera quand même un baptême de feu pour plusieurs joueurs du Canadien. Une dizaine qui vont vivre leurs premières séries éliminatoires. Pensons à Ivan Demidov, Slavkovski, Hudson, Montembeault également, notre gardien numéro 1. Entraînement hier du Canadien. Et l'entraînement des Capitals, il y avait vraiment là c'était complètement à l'opposé au niveau de l'ambiance. Là. Tant chez les Capitals, oui, il y a eu entraînement régulier, mais après, bon, les joueurs ont patiné avec leurs enfants. C'était une ambiance très décontractée. Il faut dire que les Caps, meilleure équipe dans l'Est, ont quand même là, terminé la saison largement en avant du Canadien. Quoique, quand on compare leurs fiches... Les 20 derniers matchs, dans mettons. les 20 derniers matchs, là, c'est le comparable. Canadien et puis même le Canadien a pratiquement un avantage. Alors, est-ce que la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que les Caps, leur Coupe Stanley, est-ce qu'ils l'ont gagnée lorsqu'Ovechkin a battu le record de Wayne Gretzky? Est-ce que c'était ça cette année, l'histoire des Capitals? Est-ce qu'il reste encore du gaz dans le réservoir pour les séries? C'est ce qu'on verra bien. L'autre point d'interrogation pour les Caps, c'est qui sera devant le filet? Parce que leur gardien numéro 1, Logan Thompson, lui, a été blessé au haut du corps dans les derniers matchs de la saison. Il a raté le dernier droit. Mais avant sa blessure, il avait une fiche spectaculaire de 31 victoires, 6 défaites et 6 revers en prolongation. Hier, il s'est entraîné avec ses coéquipiers. Mais l'entraîneur des gardiens des Caps a passé davantage de temps avec Charlie Lindgren, l'autre gardien de l'organisation. Alors, un ancien du Canadien, d'ailleurs. Ben oui, qui a joué avec le Canadien, t'as raison. Alors, est-ce que ce sera lui qui gardera le filet? On n'a pas la réponse là, pour l'instant quand même. Mais c'est sûr que ce sera... moi, j'ai mis le Canadien en 7. Je ne sais pas, vous autres... Moi, j'ai mis le Canadien en 6. Canadien en 6, ça va se finir à Montréal. Sur le site de la LNH, ils ont partagé une vidéo d'un corgi là, qui lance des paniers de basket pour les différentes séries. Là. Puis il dit quoi, lui? Il dit que le Canadien gagnerait. Lui, il dit les Jets vont remporter contre les Blues, les Stars vont gagner contre l'Avalanche, le CH va l'emporter contre les Capitals, Hurricane va gagner contre la Caroline, Maple Leafs va gagner contre les Sénateurs. C'est ça qu'on voit, là. Ouais. Ouais. Puis il y a du bon visuel. Ouais, moi, je me dis, le corgi okay. là, est vraiment... En tout cas, on va voir si c'est efficace. Les Panthers contre les Lightning, Golden Knights contre les Wilds. À suivre. Mais en tout cas, le corgi dit victoire au 15 CH. Ouais. Un petit chien qui fait sauter un ballon dans un panier. Le survol peut-être rapide. Moi, je Mario, vais dire, parce que là, à date, là, les équipes repêchées, donc les équipes comme le Canadien qui sont entrées, n'ont pas eu beaucoup de succès là, contre les premiers de classe. Notamment, on surveillait hier, premier match, la bataille de l'Ontario. On n'a pas vu ça depuis le début des années 2000, la bataille de l'Ontario entre les Sens et les Maple Leafs. Ça a été un match à sens unique, victoire de 6-2 des Leafs contre les Sénateurs d'Ottawa. Les Sens qui ont été vraiment indisciplinés, ça les a coulés là, vraiment dans ce match-là. On ne peut pas laisser la chance à une équipe tellement puissante comme les Maple Leafs d'être en avantage numérique pendant aussi longtemps dans un match à des moments clés. Également, dans les autres rencontres, les Golden Knights ont eu le dessus 4-2 sur le Wild du Minnesota. Les Hurricanes de la Caroline n'ont fait qu'une bouchée des Devils 4-1. Et dans les matchs qui ont été disputés un peu plus tôt au cours de la fin de semaine, l'Avalanche du Colorado a rincé les Stars 5-1 et les Jets ont eu le dessus 5-3 contre les Blues de Saint-Louis. Bon, pendant ce temps, il y a une campagne électorale au Canada et ça a été en fin de semaine la présentation des cadres financiers. Il n'en manque qu'un. Il n'en manque qu'un, celui des conservateurs. Et là, les attaques se sont multipliées envers Pierre Poilievre, là, qu'on se retrouve à une semaine du vote et qu'on n'est toujours pas le cadre financier des conservateurs. Par contre, les libéraux l'ont présenté, puis eux aussi ont subi des attaques répétées. Ben oui, parce que l'ancien banquier va signer des budgets à l'encre rouge pendant plusieurs années encore. Là. Ouais. Quand on regarde un peu le cadre financier des libéraux, qui injecterait 35 milliards de nouvelles dépenses dès cette année, mais ça se multiplie comme ça d'année en année. Pas de retour budgétaire là, avant pratiquement 2030. Là. Alors, 20, maintenant, quand on regarde aussi les principales dépenses, en fait, c'est qu'on veut
On veut vraiment qu'il y ait une rupture avec l'économie trop interdépendante avec les États-Unis. On veut vraiment s'affranchir. On souhaite qu'il y ait aussi une économie canadienne et non 13 économies avec les provinces et les territoires. On veut également augmenter le pourcentage pour ce qui est du budget dédié à la défense. On souhaite atteindre la fameuse cible de 2 % du PIB là, pour l'OTAN d'ici 2030. Maintenant, quand on additionne tout ça, en 4 ans, les nouvelles dépenses chez les libéraux totaliseraient 130 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, de quelle façon on irait chercher davantage de revenus? Sous M. Carney comme premier ministre, le Canada irait chercher 20 milliards de dollars de revenus avec des contre-tarifs pour financer une partie de la facture, mais quand même, on serait largement déficitaire. Mais je me posais la question du côté conservateur parce que le cadre financier des libéraux, je le trouve sincèrement mauvais. Dans le sens que ça donne l'image que Carney, c'est la même chose que Trudeau, c'est quasiment pire. Donc, les conservateurs, en le présentant pas le leur, deviennent attaquables eux aussi. Ou bien leur cadre financier est aussi dépensier. Puis, dans le fond, en le présentant pas, ils font... Mais as-tu déjà vu ça aussi tard c'est dans une tard, campagne? c'est ça que j'allais dire. On a déjà voté. Oui, ouais, c'est tard, c'est très tard. Habituellement, ça arrive plus, au moins au débat. Avant, me semble. Ouais. La défense est toujours la même. La défense, ils vont toujours dire, ouais, mais tu sais, tant que tu présentes, techniquement, c'est que, une fois que tu présentes ton cadre financier, c'est comme si tous tes engagements sont dedans. Fait qu'il te reste plus. Tu sais, si tu veux faire une espèce de striptease de nouveaux engagements tous les jours, ben tu peux pas sortir l'affaire au complet. Là. C'est l'excuse pour le déposer plus tard. Mais là, oui, je suis d'accord. Là, le vote par anticipation va être fini ce soir. Ça commence à être plus que tard. Après ça, c'est les raisons stratégiques. C'est pour ça que peut-être que les conservateurs, le cadre financier est aussi dépensier. Peut-être qu'il va sortir aussi. Mais pourquoi il l'a pas sorti en fin de semaine? Parce que s'il l'avait sorti, un cadre plus prudent que les libéraux, là, la comparaison aurait pu être très à l'avantage des conservateurs. Il y a beaucoup de monde qui ont voté par anticipation. On parle de record vendredi. Hein. Oui, quand même, 2 millions qui ont déjà déposé leur bulletin de vote dans l'urne. Et ça, c'est uniquement vendredi. C'est un record, tu as raison, selon Élections Canada. C'est en forte croissance, hein, le vote par anticipation. Déjà, depuis plusieurs élections, on observe cette tendance-là. Maintenant, ça se poursuit aujourd'hui de 9h à 21h. Dernière journée pour le vote par anticipation. Il y a deux affaires. Là. Oui, je pense qu'on est habitué, mais il y a quand même la loi qui a changé. Là. Parce que si on remonte il y a 10 ans, la loi disait que tu pouvais mentir, là, puis personne n'allait enquêter, mais tu devais quand même dire que tu n'étais pas disponible. Il fallait que tu affirmes devant les gens. Moi, je pourrais pas voter à cause du travail ou je vais avoir un voyage, donc je vote par anticipation. Alors que maintenant, depuis une dizaine d'années, on a enlevé cette patente-là. Je veux dire, le vote par anticipation, on ouvre des bureaux de vote. Il y en a moins, donc des fois, tu vas être quelques kilomètres de plus de chez vous, mais tu as 4 jours pour le faire, puis ça fait partie du vote pleinement. Là. Mais on dit record, sauf qu'on est plus aussi de Canadiens qu'en 2021. Oui, c'est vrai. La population augmente à un rythme effréné, mais je pense qu'en proportion, en pourcentage aussi, d'après moi, on aura plus de gens. D'une élection à l'autre, il y a plus... peut-être qu'il y a plus de monde qui vont voter aussi. Là. Peut-être que la campagne avec les États-Unis, puis ça a suscité plus de... À Longueuil, moi, je suis allée vendredi, puis il y avait une longue file d'attente, puis je me suis mis à jaser avec les gens là-bas, puis eux autres disaient qu'effectivement, c'est des gens qui s'impliquent depuis plusieurs années là-dedans au fédéral, puis ils voyaient beaucoup plus de monde. Mais il y avait des jeunes aussi. Plus de jeunes, peut-être, oui, beaucoup plus de jeunes, des familles qui allaient voter avec les ados. J'ai trouvé ça encourageant. Moi, je suis allé hier en fin d'après-midi, puis il y avait vraiment... C'était le jour de Pâques, avant le souper, là. Ouais. Quelle belle stratégie. C'est ça, là, c'était stratégique de ma part, puis il y avait vraiment pas beaucoup. Il y avait une petite circulation, mais c'était pas... Fait que c'était mieux que vendredi, puisque vendredi, il y a des gens qui nous ramenaient... moi, j'ai des amis qui m'ont dit... 2 heures d'attente. Ouais, c'est ça. J'ai des amis qui m'ont dit avoir pris 1h15, 1h30, là, pour... Il y en a qui ont reviré de bord. Il y en a qui m'ont dit, on est allé 2 fois, on est reviré de bord. Ben là, c'est sûr. Un petit clin d'œil aujourd'hui où seront les chefs. Mark Carney fait campagne Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Pierre Poilievre est en Ontario, Jagmeet Singh en Colombie-Britannique et François Blanchet dans la région de Québec fera une annonce sur l'immigration. Il y a 2 incendies qui ont retenu l'attention dans la journée d'hier. Bon, celui vraiment, là, puis on a vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux, entre autres, à Contrecœur, incendie majeur dimanche matin sur le terrain de l'usine ArcelorMittal. Tout un déploiement également au niveau des pompiers. C'est
c'est un incendie qui s'est déclaré vers 4h30 dans la cour arrière du bâtiment où se trouvent plusieurs carcasses de voitures. Là. Le panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde. L'intensité a diminué au cours de la journée, mais quand même une quarantaine de pompiers là, qui ont combattu l'incendie. Et là, on s'inquiétait un peu pour la qualité de l'air. Les premières analyses du ministère de l'Environnement n'ont pas démontré de toxicité là, reliée au panache de fumée, ce qui était quand même là, rassurant. Pas eu d'évacuation comme telle, mais les gens étaient un peu sur le qui-vive. Isabelle, tu as eu plusieurs messages, toi, entre autres. Ben oui, mais on voyait la fumée de Maisonneuve, là, de la station de TVA. On voyait à quel point c'était énorme. Là. Puis même à Saint-Amable, le feu de Saint-Amable aussi, ça a été quelque chose. Oui, il y en a deux oui, essais. oui, Mais puis il y en a un troisième, mais celui-là va soulever des questions, évidemment, parce qu'on est dans ces fameux campements qui commencent. Là, on est à mi-avril, on commence à avoir des sans-abri qui s'installent. Oui, au camping, ce qu'on avait surnommé le camping Notre-Dame. Alors, dans ce cas-ci, incendie dans une des tentes en après-midi, pas de blessés comme tel, mais quand même, là, ça soulève bien des questions sur les systèmes de chauffage d'appoint, etc., la sécurité de permettre, encore une fois, ces campements-là. On sait que, bon, la crise de l'itinérance, ça va de mal en pire d'année en année. Cette année, ça ne fait pas exception. On commence à revoir des tentes. Alors, déjà, une première intervention là, sur la rue Notre-Dame. Isabelle, tu nous avais gardé au fait des avancées d'Olivier Bergeron, jeune du Nouveau-Brunswick qui a participé à Star Academy, mais là, qui est aux États-Unis. Et ça se passe bien. Hier, il y avait une émission spéciale pour Pâques sur la carrière de Carrie Underwood, mais c'était aussi le moment de savoir est-ce qu'Olivier Bergeron fera partie du top 20. Alors, il a choisi d'interpréter la chanson Stay de Rihanna. Il fait partie du top 14. Donc là, la finale approche. Il en élimine 6 autres. Oui, par le biais de la popularité cette fois-ci. Mais il a l'air... Dans la foule, ce qu'on voit des images, il a l'air apprécié. Il a l'air un de ceux qui fait lever la foule. Ben, entre autres, parce qu'il y a une superbe relation avec Jelly Roll. On se rappelle que la dernière fois qu'on en a parlé ici, il avait fait une prestation, il avait interprété sa chanson. Jelly Roll était dans l'assistance. Hier aussi, il fait partie de l'émission spéciale. Il l'a enlacé dans ses bras. Jelly Roll est suivi sur les réseaux sociaux là-bas. C'est épouvantable. Puis il y a beaucoup de monde qui ont voté. Là, pour le top 20, c'est 30 millions de personnes qui ont voté pour cette émission-là. Okay. 30 millions de votes. Ça peut pas être le monde du Nouveau-Brunswick qui n'a même pas le droit de voter, mais qui est vraiment convaincu. C'est ça. Ben, c'est 30 millions que pour lui, là, pour l'émission non, pour complète. l'ensemble, mais, oui, sur ce nombre-là, il faut qu'il soit allé chercher beaucoup de votes. Complètement. Ceux qui peuvent voter au Canada, c'est parce que vous avez un VPN puis vous êtes capable de contourner un peu. Mais sinon, si vous avez votre adresse de chez vous, ça fonctionne pas pour voter, effectivement. Donc, ce soir, on va suivre ça assurément parce que je trouve qu'il fait son petit bonhomme de chemin. On en a parlé la semaine passée, mais il est ami avec l'un des fils des Backstreet Boys puis il se débrouille en anglais parce qu'au début, c'était pas évident. C'est beau de le voir aller. On lui souhaite la meilleure des chances.